Sous la pluie de Paris, un inconnu aux mains abîmées s'avance vers la villa Montclair. Il dit pouvoir redonner espoir à Camille Delaunay, jeune héritière brisée par un accident. Son père, Philippe, le repousse avec colère. Pourtant, cette nuit-là, un rêve éclaire le cœur de Camille. Les mains de cet homme, Rémi, apportent une chaleur qu'aucun médecin n'a su offrir. Et quand la réalité rejoint l'inexplicable, tout bascule. Car certains miracles ne frappent qu'une seule fois. Le matin se lève sur la villa Montclair, étouffé par un silence pesant. Camille Delaunay ouvre les yeux avec lenteur. Ses jambes restent immobiles, froides comme du marbre. Depuis 3 mois, chaque journée s'effrite de la même manière. Un souffle d'espoir, puis l'effondrement brutal de la réalité. Pourtant, le rêve de la veille ne la quitte pas. Dans cette lumière douce, Rémi posait ses mains sur ses jambes et une chaleur vivante traversait son corps. Elle s'en souvient avec une précision déroutante. Elle appelle son père, la voix tremblante. « Papa, j'ai senti quelque chose hier soir. » Philippe se fige, fatigué, rongé par l'inquiétude. « Camille, ce n'était qu'un rêve. Ne t'accroche pas à des illusions. » Mais ses yeux s'égarent un bref instant, comme s'il revoyait l'inconnu sous la pluie. À l'autre bout de la ville, Rémi marche dans les ruelles du quartier de Belleville. Il a passé la nuit sous un vieux porche, ses vêtements trempés collant à sa peau. Dans sa poche, une petite fiole d'huile qu'il garde toujours près de lui, un mélange d'herbes qu'il prépare depuis des années. Il pense au visage de Camille, à ce pressentiment étrange qui l'a poussé jusque devant la villa. Sa mère lui disait toujours « Quand ton cœur te guide, écoute-le. Dieu place parfois une âme blessée sur ton chemin. » Depuis cette nuit, il revient discrètement près des grilles de Montclair. Il n'appelle pas, ne frappe pas. Il attend. Le garde le chasse d'un geste irrité, mais Rémi revient, chaque jour, avec la même douceur dans le regard. Dans la villa, Camille observe tout depuis sa fenêtre. Ses doigts serrent la couverture, son cœur s'accélère. Ce garçon, pourquoi revient-il? Et pourquoi son rêve semble-t-il plus réel que tout le reste? Les jours passent, rythmés par la même scène. Chaque matin, depuis sa fenêtre, Camille aperçoit Rémi immobile devant les grilles. Il ne parle pas, n'insiste pas. Il attend simplement, comme si sa présence seule suffisait. Parfois, la pluie l'écrase, parfois le vent le transperce, mais jamais il ne s'éloigne. Et chaque fois, les gardes le repoussent avec agacement. Pourtant, il revient, inlassable, calme, silencieux, comme guidé par quelque chose qui le dépasse. Une nuit, une tempête secoue Paris. Le tonnerre frappe le ciel, déchirant l'obscurité. Dans la voiture qui ramène Camille d'un examen médical, le chauffeur s'agite, le moteur cale brusquement au pied d'un vieux pont. Les warnings clignotent dans l'obscurité. À l'arrière, Camille sent la peur glisser dans son ventre. Elle ferme les yeux pour calmer les tremblements de son corps. Sous la pluie battante, Rémi avance dans les ruelles, cherchant un abri. Il reconnaît soudain la voiture immobilisée. Son cœur bondit. Sans réfléchir, il s'approche, trempé, les cheveux plaqués sur son front. « Je peux vous aider ?» dit-il doucement. Le chauffeur sursaute. Philippe sort de la voiture, déjà irrité par la situation. Mais dès qu'il aperçoit le visage de Rémi, son expression se transforme en colère pure. « Encore toi? Tu oses revenir ?» Rémi incline la tête, humble. « Je ne veux rien, monsieur. Laissez-moi juste regarder le moteur. » Sans attendre la permission, il soulève le capot, protège ses mains avec un PAN de sa vieille veste et inspecte le moteur sous la pluie violente. 3 tentatives. À la 3e, le moteur rugit à nouveau. Le chauffeur souffle, soulagé. La portière arrière s'ouvre. Camille observe, sidérée. Ses yeux croisent ceux de Rémi. Une certitude étrange la traverse. Elle l'a déjà vu dans son rêve. Philippe avance, furieux. « Tu crois que je vais te payer pour ça? » « Je ne veux pas d'argent, monsieur. Je veux seulement une chance. 10 minutes. Juste 10 minutes pour toucher ses jambes. » La pluie martèle le sol, le vent hurle entre les arches du pont, mais ces mots restent suspendus dans l'air, comme un souffle sacré. Camille retient son souffle. Philippe serre la mâchoire, le regard dur. « Dégage. Je ne laisserai pas un inconnu poser ses mains sur ma fille. » Rémi baisse les yeux, puis murmure d'une voix presque fragile. « Très bien, monsieur. Mais si un jour Dieu me renvoie vers votre maison, ne me chassez pas. » Il recule, s'efface sous la pluie, disparaît dans la nuit. Camille regarde son ombre s'éloigner, le cœur serré sans comprendre pourquoi. Quelques jours passent. L'état de Camille se dégrade. Ses jambes perdent leur dernière sensation. Les médecins se montrent de plus en plus inquiets.
Philippe lutte pour cacher son désarroi, mais la culpabilité le ronge. Un matin, le médecin de famille arrive, visage grave. « Monsieur Delaunay, si cela continue, votre fille pourrait perdre toute sensibilité du bas du corps. » Ces mots frappent Philippe comme un coup de marteau. Peut-être pour la première fois, il laisse sa fierté se fissurer. Il repense au regard de Rémi, à la douceur de sa voix, à cette conviction étrange dans ses yeux. Était-il vraiment fou? Ou portait-il quelque chose que Philippe avait refusé de voir? Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Philippe se lève et sort discrètement de la maison. Il longe les rues, traverse des ruelles sombres, interroge des passants, des marchands, des travailleurs. Vous avez vu un jeune homme, cheveux noirs, manteau usé, il s'appelle Rémi. La plupart secouent la tête, mais l'un d'eux indique Belleville. Il dort souvent sous le vieux pont, là-bas. Philippe s'y rend, essoufflé, trempé par une pluie fine. Sous l'arche de pierre, une silhouette recroquevillée tremble contre le mur. Rémi. Son visage est pâle, brûlant de fièvre. Philippe s'agenouille, le secoue doucement. « Rémi, pardonne-moi. Je t'en supplie, viens. Ma fille dépérit. Je t'ai jugé. J'ai eu tort. » Rémi ouvre lentement les yeux. Dans son regard, aucune colère, seulement une paix étrange. « Je n'ai aucun pouvoir. Mais si Dieu m'accorde encore une chance, j'irai. » Philippe l'aide à se lever. Sous les lampadaires tremblants, un père fier et un jeune inconnu avancent côte à côte vers la Villa Montclair. Cette fois, l'espoir marche en silence. La Villa Montclair dort encore lorsque Philippe et Rémi franchissent les grilles. Les gardes, stupéfaits, s'écartent sans un mot. Philippe marche vite, presque fébrile, comme si le moindre battement de cœur risquait de briser l'équilibre fragile de ce moment. Rémi avance lentement derrière lui, serrant contre lui la dernière petite fiole d'huile qu'il possède, le souffle encore court à cause de la fièvre. Dans la chambre, Camille repose, le visage pâle, les lèvres sèches. Sa respiration est courte, épuisée. Une domestique s'efface pour laisser entrer Philippe. « Camille, quelqu'un veut te voir », murmure-t-il. Elle ouvre les yeux, et lorsqu'elle aperçoit Rémi, elle se redresse légèrement, surprise, bouleversée. « Rémi, tu es revenu. » Sa voix est à peine un souffle, mais Rémi sourit doucement. « Je n'ai jamais voulu partir. » Philippe reste debout près de la porte, les mains tremblantes, incapable de dire un mot. Il sait qu'il est à l'origine de cette souffrance. Et il sait aussi qu'aujourd'hui, il n'a plus droit à l'erreur. Rémi s'assied près du lit, ouvre la petite fiole d'huile. L'odeur d'herbe fraîche emplit la pièce. « Je vais juste prier et masser tes jambes. Rien de plus. » Camille acquiesce, les yeux humides. Ses mains tremblent d'émotion. Rémi frotte ses paumes, ferme les yeux. Sa voix s'élève, douce, posée, presque murmurée. « Seigneur, si telle est ta volonté, laisse la lumière revenir dans ce corps blessé. Fais de mes mains des instruments de paix. » Ses doigts touchent les chevilles de Camille avec une délicatesse presque irréelle. Ses mains glissent lentement, avec respect, comme s'il portait quelque chose de sacré. Chaque geste semble effacer un poids invisible. Philippe observe en silence, déchiré, priant pour que quelque chose, n'importe quoi, se passe. Et soudain, un frémissement. Infime. Le pied de Camille bouge légèrement. Elle ouvre grand les yeux, terrifiée. « Philippe, regarde !» s'écrie la domestique, la voix étranglée. Philippe s'avance d'un bond, se penche sur l'écran du moniteur nerveux. Les lignes, immobiles depuis des semaines, vibrent. Faiblement d'abord, puis avec une intensité croissante. « C'est impossible !» souffle-t-il. Camille pose une main sur ses cuisses, les larmes brouillant sa vue. « Je sens quelque chose. Rémi, je sens mes jambes. » Rémi retire ses mains, calme, humble, presque épuisé. Ce n'est qu'un début. Le miracle se construit doucement. Ne force pas. Il se lève, chancelle légèrement. Son visage pâlit. Il s'essuie discrètement le front, mais Camille l'a remarqué. « Tu es malade. »« Ce n'est rien. Je vais bien, » répond-il doucement. Philippe, lui, comprend. Il voit la fièvre, le tremblement subtil dans les doigts de Rémi. Et un coup de culpabilité le traverse comme un poignard. « Reste ici quelques jours, au moins le temps de te reposer. » Rémi secoue la tête. « Je ne suis pas venu pour moi. Je resterai tant que Camille aura besoin de moi. » Les nuits suivantes, Rémi revient en secret, à l'abri des regards indiscrets. Chaque soir, Camille l'attend déjà dans son fauteuil, une couverture sur les genoux, les yeux brillants de cette lueur nouvelle que même les médecins n'arrivaient plus à rallumer. « Tu n'es pas obligé de revenir, » dit-elle un soir. « Je sais, » répond-il en souriant. « Mais Dieu me demande de continuer. »
Elle baisse les yeux. Pourquoi moi? Je ne suis qu'une fille brisée. Non, tu es une âme qui cherche encore son chemin. Ces mots la touchent profondément, comme une vérité qu'elle n'aurait jamais su formuler. Chaque soir, pendant que Rémi masse ses jambes, Camille lui parle. Jamais elle ne s'était ouverte ainsi à quelqu'un. Elle raconte ses peurs, ses chutes, sa colère. Rémi l'écoute sans jamais juger, sa voix douce guidant chacune de ses pensées. Et les progrès deviennent visibles. Un soir, l'impossible se produit. Le bout de son pied bouge. Puis ses orteils. Camille porte une main à sa bouche. Les larmes jaillissent instantanément. Rémi, je bouge. Je bouge vraiment. Il relève les yeux vers elle, ému. Continue de croire. Le reste viendra. Cette nuit-là, Camille pleure longtemps, seule dans sa chambre. Non pas de douleur, mais de gratitude. Elle n'avait plus ressenti une telle lumière depuis des mois. Mais tout miracle exige une épreuve. Un soir, alors que Camille parvient pour la première fois à plier légèrement le genou, la porte s'ouvre brusquement. Philippe, rentré plus tôt que prévu, découvre sa fille en larmes, dans les bras de Rémi. Son visage se défigure instantanément. « Qu'est-ce que tu fais là ?» hurle-t-il. Camille sursaute. Rémi se redresse. « Monsieur, ce n'est pas ce que... » « Taisez-vous. Je ne veux plus vous voir toucher ma fille. Sortez. » Camille tente de parler, la voix brisée. « Papa, arrête, il m'aide. Sans lui, je... » « Tu es trop fragile pour comprendre. » crie Philippe, fou de rage et de peur mêlée. Il saisit Rémi par le bras, l'entraîne vers la sortie. « Hors de ma maison. Et ne reviens jamais. » La porte se referme avec fracas. Le silence retombe, violent. Dans sa chambre, Camille s'effondre, serrant entre ses doigts la petite fiole d'huile que Rémi lui avait laissée. Dehors, sous la pluie, Rémi reste immobile un moment, les yeux levés vers le ciel. « Seigneur, peut-être ne sont-ils pas encore prêts ?» murmure-t-il avant de disparaître dans la nuit. Et sans qu'il ne le sache encore, ce n'était que le début de l'épreuve qui transformerait leur vie. Les jours qui suivirent furent lourds, silencieux, étouffants. Sans Rémi, la villa Montclair semblait retomber dans son ancienne pénombre. Camille, elle, s'enferma dans sa chambre. Les progrès qu'elle avait réalisés s'effritaient. Sa jambe, qui frémissait encore quelques jours plus tôt, semblait de nouveau figée. Et pire encore, son cœur se vidait lentement. Les médecins tentaient de la rassurer, d'expliquer, de convaincre. Rien n'y faisait. Elle refusait les exercices, les repas, les visites. Son père, désemparé, tournait en rond comme une ombre dans les couloirs. Son propre reflet dans les vitres lui semblait étranger, portant trop de fautes, trop d'orgueil, trop de regrets. Un soir, le médecin de famille prit Philippe à part. « Monsieur Delaunay, je vais être franc. Si votre fille n'a pas un regain de volonté, elle risque de perdre toute mobilité définitivement. » Philippe pâlit. « Elle a perdu espoir, » ajouta le médecin. « Quelque chose l'a brisée, ou quelqu'un lui manque. » Ces mots frappèrent Philippe comme une vérité qu'il refusait de voir. Oui, quelqu'un lui manquait. Et ce quelqu'un, c'était l'homme qui l'avait chassé. Cette nuit-là, Camille s'évanouit. Une domestique la retrouva au sol, inerte, la petite fiole d'huile serrée dans ses doigts. Philippe accourut, la souleva dans ses bras, la posa sur le lit. Sa voix tremblait. « Camille, ma fille, pardonne-moi. » Elle ne répondit pas. Son visage était pâle comme une page blanche. Alors, pour la première fois peut-être de sa vie, Philippe s'agenouilla au pied du lit, les mains jointes. « Seigneur, si tu veux la sauver, fais-le. Peu importe comment. Même si c'est par cet homme que j'ai humilié. Je suis prêt à tout. » Lorsque la nuit fut suffisamment noire pour cacher sa honte, Philippe partit. Il traversa la ville comme un homme traqué par ses propres fautes. Il demanda à des ouvriers, à des marchands, à des passants. « Avez-vous vu un jeune homme, mince, cheveux noirs, manteau usé ? Il s'appelle Rémi. » Les réponses tardèrent, puis menèrent tout à un même endroit, le vieux pont de Belleville. Sous la voûte d'ombre et d'humidité, Philippe aperçut une silhouette recroquevillée. Son cœur s'arrêta. Rémi. Lorsque le jeune homme leva la tête, Philippe vit ses yeux rougis par la fièvre. Son visage était brûlant. Ses lèvres tremblaient. « Monsieur, vous ne devriez pas être ici, » murmura Rémi. Philippe s'agenouilla, posa une main hésitante sur son épaule. « Non, je devrais être venu bien plus tôt. J'ai eu tort. Ma fille dépérit. S'il te plaît, sauve-la. » Rémi resta immobile. Dans ses yeux, aucune colère, aucune rancœur. Seulement cette douceur étrange, presque irréelle. « Je n'ai aucun pouvoir, monsieur. »
Mais si Dieu m'accorde encore une chance, alors oui, je viendrai. » Quand ils revinrent à la villa, les gardes s'écartèrent sans discuter. L'un d'eux détourna même les yeux, honteux d'avoir tant de fois repoussé cet homme. Philippe guida Rémi jusqu'à la chambre. L'air était lourd, chargé d'une inquiétude presque palpable. Camille gisait, les paupières closes, sa respiration faible. Rémi s'approcha avec précaution. « Camille » murmura-t-il. Au son de sa voix, un frémissement parcourut ses doigts. Elle ouvrit les yeux, lentement, comme si elle sortait d'un long rêve. « Rémi, tu es revenu. » Il hocha doucement la tête, s'assit à son chevet. « Ne laisse pas la lumière s'éteindre, Camille. Pas maintenant. » Il ouvrit la petite bouteille d'huile, presque vide. Une odeur d'herbe fine, de pluie et de terre brune emplit l'air. Il frotta ses paumes jusqu'à ce qu'elles chauffent. Puis il posa ses mains sur les jambes immobiles de la jeune femme. Et il pria. Sa voix était faible, mais chaque mot vibrait d'une sincérité profonde. « Seigneur, si tu veux encore la relever, fais-le. Pas pour moi, pas pour son père, mais pour elle. Qu'elle marche vers sa propre lumière. » La pièce semblait retenir son souffle. Le silence devint intense, presque vivant. Puis un frémissement. Un orteil. 2. Un spasme léger remonta le long de son mollet. Camille étouffa un sanglot. Rémi, je sens. Philippe, les larmes aux yeux, n'osait plus cligner des paupières. Camille, continue, essaie encore. Elle inspira profondément, puis, lentement, plia un genou. Ses mains se portèrent à sa bouche. Elle tremblait comme une enfant. Je bouge vraiment. Rémi sourit, ses yeux s'embrumant de fatigue et d'émotion. Oui, Camille, tu guéris. Philippe éclata en sanglots, tombe à genoux. Rémi, je t'ai insulté, humilié, et toi, tu sauves ma fille. Rémi posa une main sur son épaule. Je ne sauve personne. J'ouvre seulement une porte. C'est elle qui marche. Ce qui suivit fut un tourbillon. Les médecins accoururent, vérifièrent, s'émerveillèrent. Les domestiques pleurèrent, rièrent, se signèrent. Philippe serra sa fille comme si sa vie en dépendait. Camille, debout, vacillante mais debout, s'appuya sur Rémi, le regard noyé de larmes. Les jours suivants, la nouvelle se répandit dans tout Paris. L'héritière de Launay remarcherait, contre toute attente. Un inconnu aurait accompli l'impossible, puis disparu. La ville à Montclair devint un centre d'agitation frénétique. Journalistes, photographes, médecins, curieux, tout le monde voulait comprendre. Rémi, lui, restait en retrait. Il observait Camille marcher dans le jardin, faire quelques pas hésitants, rire pour la première fois depuis des mois. Et son cœur se remplissait d'une paix profonde. Un matin, alors que le soleil perçait les nuages, il se rendit discrètement vers les grilles. Il posa une main sur l'un des barreaux, prêt à partir. Mais derrière lui, une voix douce l'appela. « Rémi !» Camille se tenait debout, sans aide, son visage illuminé d'une gratitude sincère. « Ne pars pas, pas encore. Je veux comprendre qui tu es. Je veux apprendre ce que signifie aimer comme toi tu aimes. » Rémi la regarda longuement. Un sourire calme étira ses lèvres. « Vous avez déjà tout compris, Camille. Vous êtes guérie. Mon chemin continue ailleurs. » Elle voulut parler, le retenir, mais il recula d'un pas. « Gardez la lumière, Camille, et partagez-la. » Puis il s'éloigna, laissant derrière lui la villa baignée d'un soleil doux, comme une bénédiction silencieuse. Camille resta immobile longtemps, la main serrée contre son cœur. Elle savait déjà, rien ne serait plus jamais comme avant. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que le plus difficile restait à venir. Quelques mois passèrent, et la ville à Montclair retrouva sa lumière. Les rires résonnaient de nouveau dans les couloirs. Dans le jardin, Camille marchait désormais sans aide. Parfois, elle courait quelques pas, juste pour sentir le vent effleurer son visage. Mais malgré cette joie retrouvée, un vide persistait, l'absence de Rémi. Il avait disparu sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. Seule restait la petite fiole vide et les mots qu'il lui avait confiés « Partage la lumière ». Un matin, Camille prit une décision. Elle fit sa valise, enlaça son père et quitta la villa. Pas de chauffeur, pas de luxe, seulement un sac et sa détermination. Elle marcha dans Paris, interrogea des commerçants, traversa des ruelles qu'elle n'avait jamais osé visiter. « Rémi ?» demandait-elle. Les réponses affluaient, sincères, bouleversantes. « Il a soigné mon fils », disait une femme en montrant un garçonnet souriant. « Il donnait son pain aux anciens », ajoutait un vieil homme.
Chaque témoignage révélait un morceau de vérité. Rémi n'avait pas été seulement un miracle pour elle, mais pour des dizaines d'âmes oubliées. Une pluie fine tomba. Camille se retrouva devant un hameau isolé, guidé par les récits. Un attroupement silencieux entourait une petite cabane. Le cœur battant, elle s'avança. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, inquiète. Une femme répondit doucement. « L'homme qui nous aidait, il est parti ce matin. Il s'appelait Rémi. » Camille sentit ses jambes vaciller. Elle entra dans la cabane. Sur un lit de fortune, Rémi reposait, paisible. Son visage semblait endormi. Entre ses mains, une petite bouteille d'huile à moitié pleine. Camille tomba à genoux, ses larmes jaillissant sans retenue. « Pourquoi es-tu parti sans me dire au revoir ? J'aurais voulu te remercier, j'aurais voulu te suivre. » Une voix d'enfant murmura derrière elle. Il a dit que Dieu l'appelait, qu'il devait continuer ailleurs. Ces mots traversèrent Camille comme une brise chaude. Elle comprit, Rémi ne lui appartenait pas. Il n'appartenait à personne. Il n'était pas venu pour rester. Il était venu pour éclairer. Quelques jours plus tard, une veillée fut organisée en sa mémoire. Philippe Delaunay, la voix tremblante, déclara devant l'Assemblée. On juge trop vite les êtres. On regarde les vêtements, le statut, la richesse. Mais cet homme m'a appris que la pureté ne se trouve pas dans les apparences. Une main usée peut éclairer un monde entier. Camille leva les yeux vers le ciel. Elle sentit au fond d'elle une chaleur douce, une présence familière. Non, Rémi n'était pas parti. Il avait laissé sa lumière partout où il était passé. Alors elle poursuivit son œuvre. Quelques mois plus tard, une petite clinique ouvrit ses portes dans un quartier défavorisé. Gratuite, accueillante, lumineuse. Sur l'un des murs, une photo discrète. Rémi, souriant, les mains jointes. Sous son portrait, ces mots. Le miracle n'est pas dans la guérison. Il est dans le cœur qui choisit d'aider sans rien attendre. Les habitants affluèrent. Certains venaient pour des soins, d'autres pour raconter ce que Rémi avait fait pour eux. Camille les écoutait tous, la tête haute, les yeux brillants d'une paix profonde. Un soir, alors que le soleil rougeoyait derrière les toits, un enfant s'approcha d'elle, timidement. Il tenait une fleur sauvage. « Tenez, grande sœur Camille, c'est pour monsieur Rémi. » Elle sourit, les larmes aux yeux. Dans la lumière du crépuscule, elle sentit ce même frisson doux qu'elle n'oublierait jamais, la trace d'un homme qui avait changé son monde. Et dans un murmure, elle répondit « Merci, Rémi. Je continuerai ta lumière. Toujours. »